Et au sujet des migrants, l'Europe est aujourd'hui en pleine confusion. Le ton monte entre Paris et Rome. Angela Merkel est fragilisée au sein de son gouvernement. Pour évoquer cette actualité, nous sommes en compagnie de Sophie Rahal. Vous êtes porte-parole et administratrice de SOS Méditerranée, l'ONG qui a affrété le navire humanitaire Aquarius, ce navire qui a navigué entre différentes eaux et qui aujourd'hui s'apprête à rejoindre l'Espagne. À côté de vous, Catherine Vitol de Vanden, bonjour. Vous êtes directrice Bonjour. de recherche au CNRS. Vous avez notamment publié l'Atlas des migrations paru aux éditions Autrement. Votre regard sur ce qui est en train de se dérouler? Je crois que c'est une illustration de la fragilité, une fois de plus, de l'Europe face à la question des migrants. Chaque pays, et cette tendance au souverainisme est déjà marquée depuis des années, tend à s'afficher dans le contrôle des frontières seul. Et on voit le résultat, le désordre qui s'est inscrit dans l'ensemble de l'agenda européen et dans le sauvetage des personnes. Quels sont vos espoirs aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il serait possible d'avoir une disposition européenne sur le sauvetage, avec un partage du fardeau, comme on dit, entre les différents États, en fonction de la proximité de tel bateau avec tel port. Et ensuite, on redistribue à la fois les secours et les fonds qui constituent ce sauvetage. On en est très très loin. Chacun bricole de son côté. Il faut reconnaître que l'Italie a payé un très lourd tribut depuis des années au sauvetage. Maintenant, c'est le deuxième pays d'immigration en Europe en termes de flux. Il y a eu le Mare Nostrum en 2013, par exemple, qui était une opération décidée par l'Italie, puisque aucun autre pays proche ne voulait porter sauvetage aux personnes, et surtout pas Frontex, qui était l'organisme qui existe toujours de contrôle des frontières extérieures de l'Europe. Et aujourd'hui, comme l'Italie a changé de gouvernement, les pays se renvoient la balle de façon frileuse. Heureusement que l'Espagne a accepté d'accueillir ces personnes. En fait, le problème, c'est autant le sauvetage que ce qui arrive après le sauvetage, et Bien donc sûr. le mécanisme des dublinés. Je suis désolé pour ce C'est néologisme. encore une autre chose. Il faut rappeler, Catherine Vitol de Vanden, en quoi consiste le processus donc de Dublin et en quoi celui-ci engage en réalité les États qui participent au sauvetage. Oui, sauf que ceux qui arrivent ne sont pas tous des demandeurs d'asile. Et donc après, il faut statuer sur leur futur... Expliquez-nous le principe vie. et dites-nous en quoi aujourd'hui celui-ci constitue un problème, une question. Alors, c'est en débat à Bruxelles actuellement, ce qu'on appelle Dublin 2. Dublin 1, il faut le rappeler, 1990, c'est une politique commune de l'asile entre les États européens à l'intérieur de l'application de la Convention de Genève signée par tous les États. Et Dublin 2, 2003, c'est One Stop, One Shop. C'est là où vous avez mis le pied comme demandeur d'asile dans le premier pays européen où vous êtes arrivé que vous devez automatiquement être traité comme demandeur d'asile. Donc, ce qu'on appelle les dublinés, c'est les gens qui sont par exemple arrivés en France, mais qui ont mis le pied en Italie et qu'on va renvoyer en Italie parce qu'ils sont arrivés et qu'ils ont laissé leurs empreintes digitales dans ce pays européen. La Grèce, maintenant, est un peu allégée de cette fonction, puisque l'accord avec la Turquie, qui a été signé en 2016, a, disons, limité fortement les flux qui arrivaient en Grèce, c'est-à-dire en Europe. Et donc, maintenant, c'est l'Italie qui, plein pot, si j'ose dire, depuis l'été 2016, est concernée par ces nouveaux arrivants. Et aujourd'hui, comme vous l'avez entendu dans les actualités, une actualité tragique est en cours en Tunisie, puisque au vu de la situation dans le pays, un certain nombre de Tunisiens tentent la traversée avec les dangers que cela suppose. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'appeler une journaliste tunisienne. Bonjour Sinda Tagine. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe d'un journal en ligne Business News, un journal tunisien, et ce journal a fait un reportage extrêmement intéressant dans un lieu que vous allez nous présenter qui s'appelle Kerkena, d'où partent des migrants. Qu'est-ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui à Kerkena, Sinda Tagine? Alors à Kerkena, c'est un archipel. En fait, c'est le lieu privilégié pour le départ à la migration. C'est là que partent la majorité des embarcations qui visent l'Italie. Et là, en fait, depuis 2 ans, il y a une situation d'impunité policière sur place qui a profité au réseau de passeurs pour organiser toutes ces traversées.
Réseau Et de passeurs, ce qui veut dire que aujourd'hui, un mhm. migrant a la possibilité de trouver un passeur par le biais, par exemple, de Facebook, c'est ça, Cinda Oui, Tagine? oui. En fait, il existe des pages sur Facebook qui sont dédiées à ces traversées-là. Vous entrez, vous tapez le mot immigration clandestine en arabe, bien sûr, et vous trouvez des contacts de passeurs, vous trouvez des détails sur qui contacter, comment partir, comment ça se passe. Et vous trouvez même et surtout des témoignages d'autres personnes qui sont parties sur place, qui ont, entre guillemets, réussi leur périple. Et ça donne envie à plusieurs personnes de partir. C'est une sorte de publicité en ligne, en fait. Aujourd'hui, pour un jeune Tunisien, ou un moins jeune d'ailleurs, qui décide de faire la traversée, combien cela va-t-il lui coûter? Il y a en quelque sorte différentes classes, si j'ose utiliser le mot, de transport utilisé, de transport clandestin de la Mhm. Tunisie vers l'Europe. Expliquez-nous, Cinda Tagine. Alors pour les prix, ça varie énormément, pardon. Ça peut aller de, disons, 2000 dinars, c'est l'équivalent de 600-700 euros à peu près, jusqu'à peut-être 5-6 000 dinars. Et là, c'est l'équivalent de 2000 euros. Mhm. En fait, ça dépend de l'embarcation que vous prenez, ça dépend des conditions. Parce que c'est des embarcations qui peuvent contenir une trentaine de personnes, 10 personnes. Par exemple, la dernière fois, le dernier drame qui a eu lieu, où il y a eu 80 morts, c'était une embarcation qui pouvait contenir 30 personnes et il y avait 200 personnes à bord, ce qui explique la catastrophe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, alors ça c'est un article de Paris Match qui l'indique ce matin, aujourd'hui le business des passeurs, ça représenterait au global 1 milliard d'euros, une marge de 85%, aucune activité économique n'a une marge de 85%. Vous achetez un bateau aux alentours de 800 euros, vous mettez 15 personnes dedans et vous savez que vous les promettez à une mort... sinon certaines, du moins tout à fait possible. C'est comme ça que ça se passe, Cinda Tagine? Oui, en fait, ils n'ont même pas besoin d'acheter le bateau, puisque sur place, à Kirkena, c'est des pêcheurs, en fait. Tout le monde a son propre bateau. Et ils utilisent ces bateaux-là, puisque la pêche n'est pas vraiment en très bonne situation, pour justement pour faire les traversées. Je vais vous poser deux questions extrêmement brutales, Cinda Tagine. Est-ce que ces jeunes gens qui s'embarquent pensent qu'ils ont affaire à des passeurs qui sont des passeurs fiables, qui vont leur procurer un bateau? Est-ce qu'ils savent que ces gens-là sont absolument pas recommandables? Comment ça se passe? En fait, on ne peut pas parler de passeurs fiables. Ceux qui s'embarquent en fait, dans cette aventure-là savent très bien qu'ils ne peuvent pas du tout faire confiance à leurs passeurs. Ils savent très bien que ce sont des gens très peu recommandables, que c'est des, entre guillemets, ou peut-être pas des criminels. Mais en fait, ils n'ont pas, je ne sais pas si on peut dire qu'ils n'ont pas vraiment le choix, mais ils prennent le risque quand même. Ils savent qu'ils peuvent mourir, qu'ils ont 50-50% de chance. Mais ils disent que ça vaut le coup quand même. En fait, il y a eu même des rescapés du dernier navire qui ont vu la mort et qui disent qu'ils referaient exactement la même chose s'ils avaient la possibilité de le faire. Et Ils n'ont pas du tout confiance dans leurs passeurs, c'est évident. que fait ou que ne fait pas le gouvernement tunisien? Alors, le gouvernement tunisien. Bon, cette situation-là est sans doute causée par une certaine impunité, comme je vous disais, puisque depuis 2 ans, il y a eu des affrontements entre des clans, des habitants des îles de Kerkena, et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont décidé de se retirer, parce qu'il y a eu énormément de grabuge. Et les passeurs ont profité justement de cette situation-là, de cette situation de vide sécuritaire, si on peut dire. Et le gouvernement, en fait, on ne peut pas dire qu'il ne fait rien, puisqu'il y a eu énormément d'arrestations depuis le récent drame. Mais on peut constater qu'il y a eu la même chose qui a eu lieu en mai 2018 ou en octobre 2017, où il y a eu une quarantaine de morts, je pense. Est-ce que vous pensez que les individus qui souhaitent faire le passage, est-ce que le contingent de personnes prêtes à tenter cette traversée va se tarir, ou bien au contraire, est-ce que la situation en Tunisie laisse augurer qu'il y aura de plus en plus de monde qui va tenter la traversée, Cinda Tagine? Je pense que le nombre de personnes qui vont tenter la traversée ne va pas vraiment changer. Je ne pense pas que les derniers naufrages vont dissuader les gens. Et, en fait, il y a une situation de désespoir d'une certaine jeunesse tunisienne qui préfère mourir
au lieu de rester sur place parce ils disent en fait qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, pas d'emploi, pas une situation de chômage. C'est ça qui les pousse à partir. Dans votre article, qui est un article passionnant, Cinda Tagine, vous l'avez publié dans Business News, qui est un site en ligne, vous expliquez que c'est la classe moyenne. Ce ne sont pas nécessairement des gens très pauvres, des fils d'agriculteurs qui sont parfois des fils d'agriculteurs aisés, avec des familles qui vont se cotiser pour payer la traversée. Oui, ça peut être des gens d'un certain niveau d'éducation, des gens qui ont des diplômes, mais des gens qui n'ont rien à faire avec leur diplôme, c'est-à-dire que c'est des gens qui habitent dans des petits villages, dans des petites villes où il n'y a pas de possibilité d'emploi avec le niveau d'éducation qu'ils ont. Et donc ils préfèrent partir, ils préfèrent passer quelques années dans le flou pour trouver un travail à l'étranger. Merci beaucoup Cinda Tagine, vous étiez en direct depuis Tunis et je rappelle que cet article que vous avez consacré aux passeurs est à lire sur internet, sur le site Business News, 8h32 sur France Culture. Sophie Rahal, ce témoignage que l'on vient d'entendre, il explique très clairement, comme on peut d'ailleurs le lire aussi aujourd'hui dans Paris Match, qu'il y a aujourd'hui un business des passeurs et c'est ça qui a changé parce que s'il n'y avait pas ce business des passeurs, les flux aujourd'hui de gens qui vont vers une mort possible, vers une mort probable, il ne serait pas aussi important que cela. On a beaucoup incriminé... Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Si, tout à fait. On a beaucoup incriminé les ONG. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a évoqué une complicité des ONG avec les passeurs dans ce flot, avec une sorte de proximité que vous auriez, puisque vous représentez ici une ONG SOS Méditerranée, avec les passeurs. Qu'en est-il ? Dites-nous quel est votre sentiment à ce sujet. Je suis partagée entre la révolte et le désespoir, parce que c'est vrai que ce sont des accusations qui reviennent assez souvent de la part des détracteurs ou de ceux qui veulent décrédibiliser et criminaliser le travail des ONG, de nous associer aux passeurs. Je dirais que ça se passe de commentaires. Nous, on n'a pas de lien avec les Libyens, qu'ils soient passeurs, qu'ils soient miliciens, qu'ils soient gardes-côtes, qu'ils soient pêcheurs, puisqu'il était question des bateaux de pêcheurs. Voilà. On connaît tous ces acteurs parce qu'il nous arrive de voir des bateaux en mer lorsqu'on patrouille. En revanche, à aucun moment on entre en contact avec eux. Tous les témoignages qui nous parviennent sont ceux des rescapés qu'on accueille à bord. C'est tout. Catherine Vitol de Winden, ça fait donc un certain temps que vous suivez cette question-là. Le fait qu'il y ait aujourd'hui la transformation de ce secteur jadis artisanal en une industrie, qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont en perdition en mer quand il s'agissait de ce qui existe toujours, parce qu'il y a plusieurs types de bateaux. Il y a le fameux gonflable, il y a les grosses pirogues qui venaient et qui viennent toujours d'ailleurs du Sénégal jusqu'aux Canaries. On a le gros bateau racheté par des passeurs qui étaient destinés à la casse et qui transportent 500-600 personnes. Donc on a tout type d'embarcation. Ce qui change, c'est le volume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie du passage est devenue de plus en plus florissante, d'une part, et d'autre part, on a de plus en plus de gros containers qui transportent énormément de gens. Donc, quand on a des naufrages, c'est 500 personnes, 600 personnes, etc. Il y a toujours des toutes petites entreprises artisanales de gens qui partent sur des zodiacs, mais disons que le gros du bataillon, c'est quand même le nombre. On l'a entendu tout à l'heure avec cette journaliste tunisienne. Le gouvernement tunisien ne fait pas grand-chose pour tenter de juguler ces départs. Il y a une situation qui est en quelque sorte arrangeante pour eux, peut-on imaginer, parce que ça crée une soupape de sûreté à la pression sociale. Est-ce que vous voyez les choses de cette manière-là ? Est-ce que ça aussi, c'est pas quelque chose de nouveau, Catherine Vitol de Winden ? Non, depuis très longtemps. Beaucoup de pays ont ouvert leurs frontières depuis les années 90 dans les pays du Sud pour qu'ils envoient des transferts de fonds, parce que la raison pour laquelle les gens partent, c'est surtout sur leur propre décision, mais aussi parfois la pression de la famille pour qu'ils envoient de l'argent une fois qu'ils sont arrivés à
destination après avoir trouvé du travail. Et d'autre part, depuis donc ce temps, l'industrie des passeurs est florissante au moins depuis la fin des années du XXe siècle et le début des années 2000. Donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que c'est un marché qui concerne pas seulement les pêcheurs, comme on l'a vu, mais aussi toutes sortes de gens qui avaient d'autres métiers qui se sont retrouvés au chômage. Parfois, les passeurs sont en uniforme aussi dans certains pays. Et tous ces pays de la rive sud de la Méditerranée ont signé des accords avec l'Union européenne en s'engageant, ou des accords bilatéraux, comme avec la France ou l'Italie, par exemple, où ils s'engagent à pénaliser les départs irréguliers. Mais souvent, il y a des parodies de procès, parce qu'ils savent très très bien que c'est un puits sans fond et que ça ne sert pas à grand-chose que de faire semblant de pénaliser les personnes. Sophie Rall. Oui, je voudrais quand même souligner quelque chose en lien avec ce qui vient d'être dit, mais il faut voir aussi l'hypocrisie dans laquelle on se trouve aujourd'hui, à un moment où l'Italie et l'Union européenne vont financer en Libye, puisque alors nous, tous les passagers que l'on récupère arrivent de Libye, partent de Libye, au moment où on a l'Italie qui finance la formation de ces pseudo-gardes-côtes libyens, dont on ne sait pas vraiment qui ils sont en fait et quel est le business qu'ils entretiennent derrière. Quand vous dites qui ils sont, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ce sont des mafias? Ah bah bien sûr, bien sûr. En tout cas, ce sont des mafias, des milices, des groupes armés. On ne sait pas qui se cache derrière ces gardes-côtes libyens. Le fait est que on a en face de nous des gens dont l'industrie, on va dire, est financée, entraînée par l'Italie, par l'Union européenne. On a un navire militaire italien qui assure le commandement des gardes-côtes libyens à Tripoli, qui pilote les unités sur place, etc. L'Italie a des agents en Libye et évidemment, on ne se dirige pas vers la fin de ce business. Catherine Vitol de Winden, on voit malgré tout qu'il y a eu des accords ou des pressions, vous appellerez ça comme vous voudrez, sur des pays. Je pense par exemple à la Turquie, je pense aussi à la Libye, au Maroc, bref, qui ont fait en sorte que le flot soit jugulé. Est-ce que ce sont des accords qui sont souhaitables? Est-ce que c'est la preuve aussi qu'il y a donc une possibilité malgré tout d'empêcher ces départs qui sont des départs potentiellement mortels? Votre regard là-dessus? Alors c'est vrai que beaucoup de pays de la rive sud de la Méditerranée ont fait l'objet soit d'accords bilatéraux avec les pays européens souvent les plus proches de la rive sud de la Méditerranée, c'est-à-dire tous les pays d'Europe du Sud, comme on dit, ou alors des accords multilatéraux avec l'ensemble de l'Union européenne. Et ces pays, et la Libye, pendant très longtemps, a été le champion de la signature de ces accords bilatéraux, surtout avec l'Italie, un petit peu aussi avec la France, mais surtout avec l'Union européenne et la Turquie récemment, depuis 2016. Alors, ils y voient en fait des avantages, parce que souvent, en échange de garder les sans-papiers chez eux, ils reçoivent de l'argent. Par exemple, la Turquie a reçu 6 milliards de dollars pour garder sur son territoire les personnes qui auraient demandé l'asile sans doute vers l'Europe. Il y a une petite partie qui va jusqu'en Europe parce que la Turquie ne donne pas le statut de la Convention de Genève aux non-européens. D'autres échanges, notamment la Libye avait eu une promesse d'autoroute allant de l'Égypte jusqu'à la Tunisie qui n'a pas été appliquée puisqu'il y a eu la révolution de 2011. Le Maroc résiste en disant qu'il ne veut pas gâcher la diplomatie qu'il essaye de mener avec les pays d'Afrique de l'Ouest au prix d'un accord qu'il signerait avec l'Union européenne. Mais tous ces pays ont souvent des avantages en termes de politique de développement, des visas pour les très qualifiés, ce que font les pays par exemple comme le Sénégal, etc. Donc tous ces pays sont un peu achetés pour garder leurs frontières. Ça, c'est un premier point, ce qui ne donne pas beaucoup de résultats, comme on l'a vu. Et d'autre part, ils y voient une sorte de diplomatie. Ça leur donne du poids. Et certains pays l'ont compris, la Turquie aujourd'hui, le Maroc également, dans ses tentatives d'opposition à la pression européenne. Comment envisagez-vous l'avenir, Sophie Rall? Parce qu'on voit qu'on est dans une période de forte tension diplomatique, donc il y aura manifestement d'autres incidents. Les bateaux, vos bateaux, les bateaux d'ONG qui vont sauver des migrants vont se retrouver dans des situations compliquées pour trouver des ports d'accueil. Est-ce que vous allez forcer les eaux territoriales comme le font certaines ONG?
Non, ça c'est une règle une chose que l'on ne fera jamais. Jusqu'à présent, notre port de rattachement reste le port de Catane en Sicile. Nous n'avons pas eu d'informations contraires jusqu'à maintenant. Et s'il y a bien une ligne rouge que l'on ne franchira pas, c'est celle-là. Pourquoi? Expliquez-nous, parce que d'autres ONG rentrent dans les eaux territoriales et comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a par exemple en France des organismes qu'on appelle des CROSS qui sont tenus d'organiser le sauvetage, quelles que soient les politiques que les politiques peuvent mener. Oui, mais on peut revenir sur le cas très particulier de ces derniers jours. Nous, on était quand même dans les eaux internationales, donc entre 3 pays. Pas très éloignés, voilà, l'Italie, Malte et la France. Pénétrer les eaux territoriales de l'un des 3, ça aurait été enfoncer cette porte, justement, et donc obliger l'un de ces 3 États à agir. Nous, en l'occurrence, on était au milieu, on attendait que l'un des 3 nous ouvre la porte. Finalement, c'est un 4e qui s'est invité dans ce jeu. Est-ce que c'est pas le signe que si vous ne tordez pas le bras des États, eh bien rien ne se passera? Oui, mais est-ce que tordre le bras des États est nécessairement la meilleure manière de se comporter lorsque notre ambition à nous, c'est de rester en Méditerranée tant qu'il y aura des gens qui se noient? C'est-à-dire que pour pouvoir être opérant en Méditerranée le plus longtemps possible, et ça c'est bien notre intention, il nous faut donc dialoguer de manière raisonnée avec l'intégralité des interlocuteurs qui se présentent à nous, qu'ils soient politiques, qu'ils soient maritimes ou autres. Catherine Wittol-Nevanden, votre point de vue à ce sujet? Moi, je pense que effectivement, c'est une bonne chose. Ça montre, je crois qu'il faut que SOS Méditerranée et toutes les opérations de sauvetage montrent les limites de la politique européenne telle qu'elle est définie aujourd'hui. Il y a quelques mois, il y a même un peu plus d'1 an, le mot d'ordre de la politique européenne, c'était faire la guerre aux migrants. Et l'idée, c'était précisément d'être au large des frontières. Et même certains avaient dit, on va intervenir dans les pays de départ, sans aucun mandat d'ailleurs comme possibilité d'intervention. Donc juridiquement, c'était pas très précis, pour empêcher les gens de partir. Quand ils ont vu, je crois, la difficulté de l'opération et la souveraineté des États sur leurs eaux territoriales, ils se sont aperçus que faire la guerre aux migrants en agissant dans les zones de départ, c'était quand même très très difficile. Et donc, ce genre de situation va perdurer tant que l'Europe est inefficace. Et de toute façon, je pense que l'Europe ne parviendra pas à arrêter les flux migratoires qui sont une tendance lourde du monde et qu'elle devrait adopter une autre approche en la matière en ouvrant davantage ses frontières, notamment à l'immigration de travail.